Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle émission et aujourd'hui on s'enflamme pour Dylan Nahi. Salut Dylan, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Ouais, impeccable. Installe-toi. Triangle des Bermudes, le choix musical de Dylan Nahi. Tu nous expliques, c'est quoi? C'est la musique du moment? Ah, là en ce moment je suis à fond Triangle des Bermudes. Hein. Okay. Ah, de l'album, les sons, tout. C'est un truc qu'on écoute ça dans le vestiaire de l'équipe de France de hand par exemple. L'équipe de France, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Notamment grâce à Benoît. Ouais. Qui nous a inondé le Triangle des Bermudes avec Pilé. Ouais. Et non, même au quotidien, ouais. Tout le temps, tous les jours. Bon, vous l'avez compris, hein, je te présente quand même Dylan pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 26 ans, tu es un joueur de handball professionnel, ailier gauche, hein, ton poste. Tu es jeune, mais tu as déjà un palmarès bien conséquent. On va le voir s'afficher à l'écran. Alors en club, bon bah voilà, hein, ça parle 5 fois vainqueur du championnat de France, 3 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions, finaliste avec le PSG handball de la Ligue des Champions en 2017. Et puis avec Kielce, le club dans lequel tu joues actuellement en Pologne, triple vainqueur du championnat, vainqueur de la Coupe de Pologne, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Et en équipe de France, bah, c'est pas mal non plus, vice-champion du monde, champion d'Europe et la médaille de bronze au championnat du monde 2025. Alors bon, l'actualité elle est plutôt bonne pour toi puisque tu viens de remporter le championnat de Pologne avec Kielce en dominant Plock en finale aller et retour, le Wisła Plock où joue un joueur que l'on connaît bien en équipe de France, Melvin Richardson. Et ben tu sais quoi, il tenait à te laisser un petit message, écoute-le. Yo le D, mon frérot. Bon, pendant la saison, on n'est pas trop collègues, on n'est pas trop potes, on est souvent adversaires. Tu as gagné cette saison, bravo. Mais c'est la dernière fois, je te le dis. La dernière fois. Mais bon, on va gagner ensemble avec l'équipe de France, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc ce petit message pour te dire que je suis fier de toi. Bravo pour ce que tu fais, pour ta famille, pour le handball français. C'est un honneur pour moi de faire partie de tes amis et aussi de jouer avec toi, de vivre avec toi. Donc merci pour tout. Passe de très très bonnes vacances. Et puis juste, j'espère que tu diras à tout le monde que tu es supporter marseillais. Wow. Tu me l'as dit. Et voilà, que tu te caches pas derrière le fait que tu joues à Paris, supporter, mais je sais que tu es marseillais au fond de toi. Je sais que tu as l'accent. Je sais que tu es heureux d'être sudiste. Et voilà. Mais bon, je te laisserai en parler lors de l'interview avec tout le monde. Allez, bisous mon frérot et à très vite. Melvin Richardson qui vient de lâcher une bombe là. Toi le Titi parisien Il avait super bien commencé. Mais il a trop mal fini. Fake news ou il y a une part de vrai là-dedans? Fake news. Évidemment. En fait, Melvin, c'est un supporter marseillais depuis... voilà, il les a toujours supportés. Et on a toujours en fait cette petite guerre à chaque fois. Et du coup, je m'amuse à faire l'accent du Sud à chaque fois que je suis avec lui. Mais non, jamais de la vie. Ça donne quoi une phrase avec l'accent du Sud là Oh, tu fado quoi. Pas mal. Bon, en tout cas, je remercie Melvin Richardson, hein, ton coéquipier en équipe de France, ton ami, mais ton adversaire en club. La question rituelle de l'émission, Dylan, la dernière fois que tu t'es vraiment enflammé, pas forcément sur un terrain de hand. La dernière fois que je me suis vraiment enflammé, là, on va dire dernièrement avec la victoire en championnat polonais. Hein. Ouais. Okay. C'était une belle fête avec les fans, les supporters et tout. Ouais, j'ai vu quelques images, t'es pas le dernier pour faire la fête, toi, non? Oui. Ouais. Quand on gagne, il faut fêter. Bah, tu sais quoi, moi je me suis pas assez enflammé aujourd'hui, je te propose qu'on le fasse ensemble. Allez. C'est parti, on va allumer le feu. Alors Dylan, toi tu as grandi dans le 20e arrondissement de Paris, rue des Fougères plus exactement. C'est aussi là-bas que tu découvres le sport, alors sur les city-stades. À l'époque, il n'y a pas de hand là sur les city-stades, c'est quoi? C'est du foot? À l'époque, c'est du foot. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de foot en club. De temps en temps, j'accompagnais mes amis, mais en club, non, j'en ai jamais fait. Quand on jouait au quartier, j'étais souvent aux deux opposés. J'étais soit au cage, soit en attaque. Et où est-ce que tu étais le meilleur? Avant, j'étais meilleur au cage, hein, quand même. J'étais très, très fort au cage.
Mais non, c'était pas, c'était plus le foot. Après, moi, j'étais déjà beaucoup axé sport américain. Je suivais beaucoup le basket. Je faisais du hand et du basket le mercredi, souvent une semaine sur deux. Et c'est de là un peu que ça a commencé. Ouais. Oui, parce que ton histoire elle est assez intéressante, parce que comme tu le dis, tu fais un peu l'alternance tous les mercredis hand et basket, et puis à un moment, je crois, arrivé en sixième, il faut choisir, il faut faire un choix. Toi, tu dis tout de suite, bah, moi, ça sera le basket. Donc, tu Exactement. t'apprêtes à te rendre à un entraînement de basket, sauf que Exactement. quand tu arrives devant le gymnase, ce que tu vois, c'est du handball. Tu Exactement. t'es gouré, en fait, et l'histoire, à part de là. C'est ça, ouais, avec, je suis parti à cet entraînement-là avec ma mère en plus. Moi, je lui avais dit, je devais faire un choix, c'était pas obligatoire, mais il fallait que je continue le sport. Voilà, c'est quelque chose que j'aimais. Et pour moi, vraiment, c'était, ouais, comme tu as dit, c'était que le basket. Hein. Je kiffais ça. Et en allant à un entraînement, bah, je pensais que c'était du hand. Ah bah non, c'était du basket. Et du coup, bah, j'ai fait l'entraînement. Je savais Ouais. déjà ce que c'était et je suis resté dedans. Tout de suite, t'as vu, t'as su que t'avais des grandes qualités, même pour le handball. Non, à cette période-là, il y avait meilleur que moi, hein, Ouais. franchement, honnêtement. Je le faisais vraiment pour kiffer avec mes potes. Même mes potes du quartier qui jouaient au foot tout le temps, ils faisaient du hand et du basket avec moi de temps en temps. Tu vois, donc, non, vraiment, moi, j'étais beaucoup axé basket. C'est ce que je voulais vraiment à la base à ce moment-là. Et bah, après, en faisant l'entraînement de hand, j'ai continué. Et puis voilà, je regrette pas. En tout cas, toi, tu n'oublies pas d'où tu viens. Ceux avec qui tu as grandi ne t'oublient pas non plus. Écoute ce petit message. Le Big Dylan Naï. Ah là là, l'enfant prodige. Mon gars, continue tout ce que tu fais. Continue avec la même hargne, la même rage de vaincre. Continue à marquer l'histoire à ton poste, frérot. Nous, en tout cas, on regarde ça et on est fiers de toi. Donc voilà, lâche pas, continue. Domine l'Europe comme tu as pu le faire. Et domine le monde. Et voilà, ça fait plaisir de te voir continuer sur les terrains. Vas-y, gros bisous. Grosse force. Ah, monsieur Dylan Naï, aujourd'hui c'est à moi de te faire une petite vidéo dédicace avec Sport en France. Dans cette vidéo, je voulais juste rappeler que tu dois jamais oublier de remercier le hand de t'avoir rendu beau, les petits stickers. Et surtout, j'espère qu'un jour tu viendras fort à FIFA et NBA. Allez, on s'attrape bientôt, on est ensemble, mon rêve, ça bouge pas. Il y a quelques dossiers. Je remercie Emmanuel et Alan, deux personnes avec qui tu as grandi et qui sont toujours tes amis très fidèles maintenant. Exactement, c'est génial comment la vie elle fait bien les choses. Puisque Manu, moi je l'appelle comme ça, on a vraiment grandi ensemble. Ça veut dire que mes premiers entraînements de hand, on était dans la même équipe. C'était à l'époque où on jouait encore, c'était mixte, on jouait avec les filles et tout. On a commencé ensemble vraiment, tu vois. Et on s'est jamais lâché, enfin, on s'est jamais perdu de vue. Et par exemple, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Les échelons qu'il a montés, il a trouvé sa voie. Et même encore, hier ou avant-hier, on parlait encore par message, tu vois. Il est déjà venu me voir en Pologne et tout, tu vois. Donc Il est dans la vidéo, c'est ça, enfin dans le. Ouais, c'est ça, hein. il est dans la vidéo. Bah, par exemple, il a été coproducteur, je ne veux pas dire de bêtises, dans le dernier film de Willem, par exemple. D'accord. Donc, non, franchement, c'est génial, ça me fait vraiment plaisir. Et Alan, ça remonte encore à plus loin. Et ouais. Alan, on a vraiment, pour le coup, grandi ensemble. On vient du même quartier. On habite à 100 mètres. Il habite à 100 mètres de chez ma mère. On était dans la même école primaire, le même collège. On faisait les trajets ensemble pour aller à l'entraînement. J'étais chez lui tout le temps, on jouait à la play jusqu'à pas d'heure et tout. Il n'hésite pas à sortir les dossiers. Alors je sais que tu le fais aussi, hein. J'ai checké un peu tes réseaux sociaux. Parfois tu mets une photo slide. sérieuse et puis une petite photo Slide. dossier de tes potes. T'as bien évolué quand même là. Il y a le Dylan avec les lunettes. J'ai toujours été tranquille, tu vois. Non, avant j'avais une bonne période avec les lunettes. On me taillait beaucoup, parce qu'on me disait que j'avais des lunettes de piscine. Mais non, on grandit.
Ouais, On grandit. bien sûr, bien sûr. En tout cas, ouais, tu as bien grandi maintenant. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, on te connaît pour le poste d'ailier gauche. Hein. Maintenant, c'est la place que tu as sur le terrain. Mais tu n'as pas tout de suite commencé à ce poste-là. Je crois que tu as joué ailier droit, tu as joué arrière droit, tu as même joué pivot. J'ai, à l'époque où je jouais avec, par exemple, Alan et même Manu, je jouais à l'aile droite. Ouais. Ça veut dire que... Oui, donc pour expliquer aux gens, hein, normalement, donc, l'ailier gauche est droitier, l'ailier droit est gaucher. Sinon, c'est plus compliqué, évidemment, de faire ta course pour prendre l'impulsion. Exactement, ça veut dire que j'étais vraiment à l'opposé de mon poste où je joue actuellement. Et j'ai joué un peu pivot, j'ai joué arrière. Ouais. J'ai fait des piges un peu partout pendant ma jeunesse. Et vraiment, je n'étais pas prédestiné à être ailier gauche de base, vraiment. En tout cas, il y a un mec que tu as énormément affronté durant tes années jeunes. Un gars aussi qui a intégré le pôle espoir d'Aubonne avec toi. Regarde, petit message. Salut Dylan Naï. Sale con, non désolé, on m'a dit d'être sympa avec toi. J'espère que tu vas bien, profite bien de ton interview. T'es mon grand frère, tu sais déjà. On est ensemble. Félicitations pour ton titre de champion de Pologne. Et j'espère qu'on se voit très vite à Abidjan. Bisous mon frère. Sadoun Tanzi. Adversaire, ami, pareil. Hein. Lui, il a compté aussi dans ton Ami, parcours. Petit frère, mais c'est comme c'est mon jumeau, tu vois. Mais ouais. Le pôle depuis espoir, petit- t'en gardes quel souvenir? Parce que du coup, tu étais avec lui aussi au pôle. Ouais, j'étais avec lui au Pôle Espoir. On s'affrontait déjà même Ouais, avant en sélection et tout. Il a toujours été surclassé. C'est un crack. Mais non, le Pôle Espoir, j'en garde vraiment une belle expérience. J'ai mon père spirituel qui est là-bas, Pascal Persson. Ouais. C'est avec lui, c'est lui qui m'a fait grandir. Hein. C'est lui même qui m'a mis au poste d'ailier gauche d'ailleurs. Mais non, Sadou, ça remonte aussi. Ça remonte aussi. En tout cas, quand on parle de toi, Dylan, on pense tout de suite à précocité. Hein. On a une petite image pour illustrer ça, parce que tu as commencé très tôt en professionnel, en Ligue des Champions, en équipe de France. On va commencer par ce premier match professionnel. PSG, La Rioja, 20 août 2015 à l'Euro tournoi du côté de Strasbourg. 15 ans, 8 mois et 21 jours. Tu parlais d'ailleurs de Pascal Persson. Je crois que c'est lui qui t'annonce la nouvelle en te disant Dylan, tu vas intégrer le groupe professionnel, tu vas disputer l'Euro tournoi à Strasbourg. Ouais, en fait, c'était sur une semaine un peu. Si je me rappelle bien, c'était une semaine un peu bizarre. Si je me rappelle plus si c'était à ce Planning un peu moment-là. aménagé. Ouais, sans vraiment de raison, il m'arrêtait tout le temps avant la fin de l'entraînement. Je comprenais pas trop. Et après, voilà, il m'a annoncé que voilà, il y a un blessé et que c'est moi que je vais avec le groupe professionnel faire. Il n'y a même pas un blessé, il y a eu des blessés. Ouais. Et du coup, le coach voulait pour faire le tournoi avec l'équipe professionnelle. Donc ta réaction, t'es euphorique, t'es anxieux, comment ça se passe? À la base, énervé parce que je m'arrêtais tout le temps avant la fin pendant 2-3 jours. Et après, étonné. Étonné. Vraiment étonné. Je me dis, mais déjà, je ne savais même pas que le coach de l'équipe première me connaissait déjà. Mais non, super content. Hein. Ouais. Super content. Et même pas affolé parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi. Je ne vais même pas jouer. Tu vois. Ouais, parce qu'il faut le préciser pour les téléspectateurs, le PSG à cette époque, c'est une armada. Hein. Il y a Michael Hansen, Karabatic, Narcisse, Abalo et j'en passe. Toi, tu oses aller leur parler à ces gars-là quand tu arrives ou tu te fais tout petit, tu restes un peu dans ton coin À la base, à ce moment-là, je regardais pas tant que ça le hand déjà. D'accord. J'avais commencé en club depuis la 6e, donc ça faisait que quelques années. Ouais. Mais tous les mecs, c'est des mecs que je regardais à la télé. Ça veut dire, pour moi, c'est des gars inaccessibles. C'est les patrons du jeu, comme on dit, tu vois. Et je me suis dit, oula, là, je vais aller là-bas. Je reste un peu de côté et tout. Mais franchement, super bien accueilli. Ils m'ont super bien traité, c'était franchement... Tu te rappelles de qui vient de parler en premier ou... le premier qui vient déjà c'est Abdoul. Ouais. Abdoul Diop, c'est l'intendant, celui qui gère l'homme à tout faire à Paris. Et c'est lui qui me met direct voilà, les bases, les règles, les trucs. Et après il me balance là avec les grands. Et si je dis pas de bêtises, ouais, ça devait être Lucho, Luca Ballo, et même un peu tout le monde, quoi. Un peu tout le monde. Ouais. Je crois que sur ce premier match, tu marques 2 buts.
notamment un jet de 7 mètres. Ouais, mon premier but, je crois, c'est un penalty. Et tu te rappelles du moment où tu poses le pied là, sur la ligne avant de tirer, ce qui se passe un peu dans la tête ou... Bah, les souvenirs, non, mais je me rappelle, ouais, je crois que je dois mettre une feinte ou je sais pas, je prends le ballon, Ouais. je m'attends même pas à aller le tirer, le penalty, en fait. Ça devait être incroyable comme moment. Et puis la délivrance quand tu vois que ça rentre, quoi. Le premier but en professionnel à 15 ans. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte vraiment à l'époque que tu as 15 ans, que tu es en train de marquer l'histoire, tu vois, en rentrant en pro à 15 ans et en marquant un but avec cette équipe de stars. Est-ce que ça, tu t'en rends compte ou c'est avec le recul après que tu t'es dit, waouh, Bah, sur le coup, j'ai pas forcément le temps de m'en rendre compte. Vraiment, je suis plus dans ma bulle, je suis content, en fait. Je suis en train de faire un truc de fou, là. Je suis avec je suis avec des stars, là. Je suis plus dans ça. Et après, je m'en rends compte par des petits trucs, tu vois. Ils m'ont fait des petites blagues de temps en temps. Et ils me postent sur Instagram. Et là, je vois mon téléphone. Et le nombre d'abonnés qui monte d'un coup. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais non, à ce moment-là, je suis vraiment voilà, dans ma bulle avec eux et tout. Et je suis bien encadré aussi. Donc là, on parle de toi à 15 ans, quelques années plus tard, à 17 ans, 10 mois et 26 jours exactement, le 26 octobre 2017, contre la Pologne, lors de la Golden League. Bah, tu deviens le plus jeune joueur de l'histoire à avoir intégré l'équipe de France. Jamais un mineur n'avait été sélectionné en équipe de France A. Alors là, c'est encore une dimension supérieure. Je crois que c'est Didier Dinard, hein, le sélectionneur à l'époque, qui t'appelle. Et la petite anecdote assez rigolote, c'est que tu reconnais pas sa voix. Tu sais pas Ouais, qui c'est, au départ. je sors de mon appartement du CF à ce moment-là. Je vais à l'entraînement et là, il m'appelle. Allô, tu vois, avec une grosse voix. Je me dis, oula, c'est qui ça, tu vois. Et il me dit, tu reconnais pas la voix? Je dis, pas du tout. Et de là, il m'explique que voilà, c'est Didier Dinard, voilà, sélectionneur, et qu'il me prend pour le stage. Ouais. Donc moi, encore une baffe encore, j'arrive à l'entraînement, j'en parle même pas. Et c'est mon coach du centre de formation qui me convoque dans son bureau, du coup, et me dit, mais pourquoi tu ne me dis pas? Je dis, ah, c'est pas une blague. Il me dit, bah non, t'es vraiment sélectionné là. Ouais. Et ouais, c'est de là que ça part, quoi. Mais Et ce qui est dingue en plus, c'est que au moment où tu joues ton premier match avec l'équipe de France, t'es pas encore professionnel, t'as pas encore signé ton premier contrat pro, qui va arriver un peu plus tard, à 18 ans. Je crois que le début en professionnel a été un peu difficile pour toi. Forcément, là, t'es vraiment dans la cour des grands. Il y a un temps de jeu un peu limité. Ça, cette période-là, ça a été difficile pour toi de t'imposer? ouais, parce que à cette période-là, quand je dis que je pensais que c'était une blague, tu vois, c'est que je joue pas avec les pros, moi. Et je suis pas le meilleur. Je suis pas non plus le premier ailier au centre de formation. Donc c'est ça plus ça qui font que c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile. Avec le recul, je m'en rends compte que c'était pas facile. Et surtout, tout allait vite, quoi. Tout allait très vite, sans vraiment que j'ai eu le temps de vraiment prouver que je mérite ce que j'ai. Et du moins que je dois avoir ce que j'ai actuellement. Donc, avec le recul, je sais que c'était pas très facile à gérer, puisque j'ai dû me trouver moi-même. J'ai dû savoir où j'étais, savoir qui je suis aussi. Mais c'est une belle période aussi en même temps. C'est une belle période. Elle a duré 5 ans en professionnel, hein, cette période en rouge et bleu de 2016 à 2021. Alors, tu as quasiment tout gagné avec ce club. Et puis, tu as joué, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais avec des joueurs immenses. On a fait, regarde, un petit visuel avec toutes les stars que tu as pu côtoyer au PSG Handball. C'est hallucinant. Alors, il y a du Luca Ballo, il y a du Nicolas Karabatic, il y a du Mikkel Hansen, il y a du Thierry Omeyer, il y a du Daniel Narcisse, Sigurdsson aussi. Moi, j'avais zappé que tu avais joué un peu avec lui. Et puis, alors, moi, un joueur que j'ai idolâtré, c'est Uwe Gensheimer, qui pour moi est un génie de cette discipline. Forcément, côtoyer ces gars-là, c'est un accélérateur d'expérience, Dylan. Bien sûr. Et quand je dis que ces mecs-là, ils m'ont super bien traité, c'est que tous, je parle encore avec eux aujourd'hui. Ouais. Que ce soit pour rigoler,
pour parler sérieusement, tous ces mecs-là, je suis encore en contact avec eux aujourd'hui. Et ça fait 10 ans, quoi, tu vois. J'étais le petit qui venait d'arriver dans l'équipe, quoi. Donc, non, c'est génial, c'est une chance immense aussi. Et je les ai pas tous cités, hein. Nedim Remili, à Cambrai, Vincent Gérard, Elohim Prandi, enfin bon, il y en a à l'appel. Lequel t'a le plus impressionné là, dans toutes les stars que tu as pu côtoyer, Baraché aussi que je vois là à l'image? Tous. Tous, il n'y en a pas un où, je sais pas, même au Tous. début, t'es arrivé, t'as dit, mais lui c'est un extraterrestre, quoi. Quand je suis arrivé, bien sûr, il y avait Karabatic parce que c'est Karabatic, tout simplement. Là, tu le vois en vrai, tu joues avec lui, tu reçois des passes et tout de lui. T'as Lucas Ballot parce que ce que tu vois en vidéo, c'est la réalité, tu vois. T'as Hansen. Hansen, c'est Un monstre. c'est un monstre, en fait. C'est téléguidé, en fait, tout ce qu'il fait, en fait. Et après, Uwe, c'est n'importe quoi. Parce que je sais pas comment il fait avec son poignet, lui. Enfin, C'est n'importe quoi. C'est la première question que je lui ai posée, je me rappelle, j'étais avec Nedim, je crois. Il y avait une légende avant qui disait qu'il a le poignet comme ça parce qu'il s'était cassé le poignet. Hyperlaxe, et voilà, et qu'après après l'opération et tout, alors qu'il m'a dit c'est totalement faux, ça, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est une chance immense. J'ai rencontré aussi de super personnes comme Gogi, Good Johnson. C'est des mentors pour moi. Ouais. Louis, Uwe, Lucho. Parce que voilà, on est aussi du même poste. Mais c'est des mecs qui m'ont beaucoup aidé à être qui je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, beaucoup aidé à grandir, justement. Et tu vas prendre ton envol en 2021, départ en Pologne, du côté de Kielce. Alors, tu sors de ta zone de confort, hein, clairement. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle ligue. D'ailleurs, si je te dis, attends, j'ai bossé un peu, Jak się podoba Polska? Tu me réponds quoi? Jak się podoba Polska. Ok, ouais, c'est pas mal. Ça veut dire la Pologne te plaît? Ouais. Ça ouais. Bon, voilà. Non, Tu maîtrises c'est le ça. polonais Je comprends. Ok. Je sais me faire comprendre quand c'est Ouais. facile. Après, quand ça devient trop compliqué. C'est quoi? C'est l'anglais dans le vestiaire? Ah non, c'est polonais. Ah, polonais. Ah ok. oui, le coach Ah, donc parle tu dois quand polonais. même, Oui, ouais. oui, c'est pour ça que j'ai des bonnes bases, quoi. Ok, bon, c'est pas mal. Moi, je vais devoir bosser encore un petit peu. En tout cas, en Pologne, il se passe des trucs. Apparemment, il se passe des trucs dans le bureau du coach aussi. C'est pas moi qui le dis. Écoutez. Juste un truc, hein. Explique-leur comment en Pologne là-bas, vous faites pour piéger les gens, hein, dans le bureau du coach là. Ted Yapo, ton préparateur physique, est-ce que tu peux nous expliquer? Il se passe quoi dans le bureau du coach en Pologne? Comme tu l'as dit, peut-être c'est mon prépa physique là, depuis plusieurs années maintenant. C'est lui d'ailleurs qui m'a bien remis sur pied là, avec Corentin Flo par rapport à la dernière opération que j'ai eue. En fait, il était venu me voir en Pologne avec un autre ami à nous, Daniel. Il a assisté à l'entraînement et à la fin de l'entraînement, mon coach, mon autre père spirituel, Talent Duchebaev, du coup, il me vient me voir, il me dit, ils sont où tes amis là? Je les vois pas là. Et je lui dis, ils sont là, c'est les deux. Il me dit, ah ok, dis-leur de venir dans le vestiaire, viens, venez. Et en Pologne, voilà, faut savoir que la bière, c'est la bière, C'est sacré. l'alcool, c'est. Et du coup, ils vont avec mon coach. Ça veut dire que je suis même pas avec eux. Ils vont avec mon coach dans le vestiaire des coachs. Ils louent le frigo, ils ouvrent des bières et ils se mettent à boire des bières avec mon coach après l'entraînement pendant que je suis dans le vestiaire. Et tout. Ok, c'est une bonne anecdote. Merci Ted pour cette petite info importante. Alors forcément, toi, ta signature à Kielce, il y avait de l'ambition derrière. Hein. C'est donc une ligue, la Ligue de Pologne, qui n'est pas forcément la meilleure de la planète. Par contre, un club qui est calibré pour la Ligue des Champions. Et justement, Thomas Sinieki va nous parler de cette compétition mythique tout de suite. On l'accueille. Salut Lucien, salut Dylan. Salut Thomas. Et tu sais que normalement, Kielce, la Pologne, moi je suis censé être le représentant normalement signé. Ah bah oui, c'est pas- ah bah mais, oui, c'est mais vrai. alors voilà, non mais je m'auto-détruis. Mon grand-père ne serait pas fier de moi, à part Tac. Tac, c'est oui, hein, j'ai même, c'est bien ça. Ah, Et Nas des de bases. Lovier pour la bière quand même. Voilà. Chin. Il à part ça, il maîtrise. Je pense que tu as beaucoup plus de vocabulaire que moi. Du coup. Voilà.
La Ligue des Champions, Thomas. La Ligue des Champions, là justement, évidemment, si on en parle maintenant, Dylan, enfin le rebond sur l'actualité, il est, si pour parler, pour élargir un petit peu, au handball au sens large, là, ce week-end, il y a eu un événement majeur, c'est le Sacre des Messines. Exactement. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà, tout simplement? Moi, j'ai envie de te laisser donner tes impressions par rapport à cet événement. Bah, déjà, c'est fort, c'est très très fort parce que chez les filles, je pense que tout le monde attendait encore une fois que ce soit Gior, j'espère que je le dis bien, qui gagne. D'ailleurs, j'ai tout de suite envoyé un message de félicitations déjà à Vincent, Gérard parce que c'est le coach je crois, des gardiens maintenant, à Grasse aussi. Ok. Mais franchement, c'est bravo à elles. Bravo à elles, c'est très très fort ce qu'elles ont fait. Elles ont dominé sur tout le Final Four, du coup, sur la demi-finale et la finale. Ça a été des matchs qu'elles ont gérés du début à la fin. Donc vraiment, bravo, elles le méritent. Hein. Elles le méritent. Et à Budapest, contre Győr. Budapest, donc très bonne destination. Oui, pas mal. Cette année pour les clubs français en Ligue des Champions. On n'est pas passé loin d'ailleurs, je crois, d'une finale franco-française. Hein, ouais, puisque tu as Brest qui perd dans l'autre demi-finale. Et donc c'est quasiment en plus une victoire à l'extérieur, pour ainsi dire. Enfin, Győr, c'est à 1h30 de Ah oui, non, c'est clairement à l'extérieur, bien sûr. Donc c'est d'autant plus fort. Et les messages, tu as eu des réponses un peu alors de Vincent Gérard, de Razali oui, quelques jours après. Ouais, le temps de fêter ça. Non, ils étaient contents. Et je dis, Vincent, en fait, toi, tu as fini le jeu, tu as tout gagné. Et là, tu te rajoutes encore une Ligue des Champions en tant que coach. Donc c'est bon, laisse un peu la place. Bon, c'est ça, la transition est trouvée. Elle est plus douloureuse pour toi avec la Ligue des Champions. Voilà, alors, je sais que tu es fan aussi en termes de foot de Cristiano Ronaldo, du Real, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Notamment, oui. La Ligue des Champions, pour toi, au sens large, ça a une vraie importance. Oui, ça... Pas besoin de ça, mais tu sais ce que c'est la Ligue des Champions. J'ai besoin de ça aussi, mais ça a une bonne importance aussi dans ma vie. Tes échecs, justement, est-ce que tu peux nous les raconter? Parce que toi, en plus, tes deux finales, aussi celle au PSG, où tu jouais moins, celle où, pas encore en tout cas, à qui il sait où c'était. Je pense que c'est deux moments totalement différents, puisque ma première finale, c'est en 2017. Je la vis pas comme les deux autres, parce que on va dire que c'était un peu dans cette période-là au Paris Saint-Germain où je joue pas, je suis avec le groupe mais je joue pas, donc je la vois un peu de loin. Extérieur, quoi. Je suis même très très bien extérieur même. Mais c'est ma première année, ma deuxième année à Kielce, c'est deux défaites quand même douloureuses. Je pense que ça fait partie quand même de mes matchs les plus, je vais dire de mes meilleurs matchs en termes handball que j'ai pu jouer. En termes de dénouement, d'intensité, de tout. C'est des matchs un qui se finit au tir au but, ça veut dire que contre Barça, on s'est fait une guerre incroyable. Et en plus, cette année-là, c'est vraiment où je pense que Barça et nous, c'est vraiment les deux meilleures équipes à ce moment-là d'Europe, clairement. Et l'année d'après, contre Magdebourg, à la fin de la deuxième prolongation, si je ne dis pas de bêtises encore. Donc, c'est un goût amer parce que c'est deux chances qu'on n'a pas pu saisir. Après, c'est comme ça, c'est le sport. Mais c'est quelque chose qui, c'est encore là, c'est l'inachevé. Parce que toi, tu commençais à le dire, Lucien, c'est vrai qu'il tu vas pour la Ligue des Champions, clairement, non? Oui, bien sûr. Après, j'y vais vraiment pour m'inscrire dans ce club-là. J'y vais parce qu'il y a un coach aussi d'exception qui m'a donné la chance de rejoindre ce club. Mais je vais vraiment pour m'inscrire, pour marquer, pour mettre mon empreinte dans ce club, pour gagner la Ligue des Champions, pour gagner aussi la Ligue polonaise, parce que sans Ligue, il n'y a pas de Ligue des Champions. Mais c'est vraiment encore mon objectif, quoi. J'imagine que pour toi, aujourd'hui, repartir de Kielce sans avoir gagné la Ligue des Champions, c'est inimaginable. C'est ton objectif. C'est mon objectif, clairement, oui. De carrière, quoi. De carrière, Mon objectif de carrière, c'est de tout gagner, d'être le meilleur joueur possible. Pas
pas le meilleur de tous les temps, mais le meilleur joueur possible, parce que pour moi, c'est le groupe. C'est le groupe d'abord, on gagne en équipe. Donc il faut que je sois le meilleur pour mon équipe. C'est vraiment ça mon objectif. Et je sais que voilà, en faisant ça, on peut se donner voilà, les meilleures chances pour aussi gagner ce titre que j'aimerais avoir. Après, tu sais ce qu'on dit, hein, après tant d'années. Oui, galère et de galère et de combat. voilà. Mais le PSG hand aussi arrivera peut-être enfin, en prenant l'exemple sur le foot, qui, après tant d'années de galère, ça arrivera peut-être. Pour l'instant, moi, c'est qu'il sait, donc je veux juste gagner avec qu'il sait. Il faudrait que tu nous fasses presque limite, sinon une Sarah Bouktit. Tu fais une finale de dingue avec Kielce contre le PSG, tu la gagnes avec Kielce et tu vas au PSG dans la foulée. Voilà. Ouais, Ça, Sarah c'est- Bouktit Parce que qui a Sarah été Bouktit énorme, hein. va à Győr, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, Voilà. 12 Et elle buts, hein. savait qu'elle rejoignait Győr. Elle aura mis 12 buts Ouais, dans la vue, elle n'a pas gagne hésité. la Ligue des Champions. Pas elle toute seule, bien sûr, mais enfin, c'est assez incroyable comme scénario. Si je remue le couteau dans la plaie une dernière fois, après, Lucien, Ça c'est va, bien, ça va. après, il te récupère. T'inquiète. Quand tu revois justement, et même les messages, tu as évoqué, que tu envoies à Vincent Gérard, à Grasse, Zahadi, toi, ça te remet encore un peu là-dedans, dans ces Final Four et tout, quand tu revois peut-être un peu les images, tout ça, où d'autant plus tu te dis, tiens, je suis passé à ça. C'est pas fini, hein, comme tu l'as dit, mais Non, vraiment pas, puisque plus là-dedans. c'est des choses dont il faut se servir. Ouais. Moi, j'aime me rappeler ça. Parce que si je veux repartir à un moment au Final Four, faut qu'avec l'équipe, on se donne les moyens d'eux. Donc là, ça fait 3 ans là, qu'on n'y est plus retourné. Donc c'est un peu la galère. Mais non, moi, j'aime me rappeler ces moments. Parce que c'est aussi ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a construit aussi, ce qui m'a forgé. Donc le temps viendra où on retournera au Final Four, j'en suis sûr. Ok, donc juste voilà, Metz qui remplit la dernière case qui manquait pour un grand sport, pour un des 5 sports collectifs majeurs français, masculin et féminin, excluant le rugby féminin, la Ligue des Champions n'existe pas encore, mais handball féminin, c'est la seule case qui n'était pas encore remplie. Elles sont toutes remplies maintenant. Magnifique. Voilà. Le sport français au top. Ouais. Génial. Bravo. Thomas, merci beaucoup. Merci à vous deux et bonne continuation. Eh ben, merci. On espère que la Ligue des Champions aussi, peut-être un jour, je sais pas. hein. Ah oui, Une non, carrière toutes peut-être, les Ligues non des Champions, oui, non, attends, nous, toutes les Ligues des Champions qu'on a à suivre, le foot, Ah le oui. hand, Il y a du boulot. ouais, Il y a non, du non, boulot. ouais. Il y a un peu de taf. Ah ouais, non, vous allez trop loin, vous êtes trop fort. Calmez-vous un peu, on se repose. Elle est magnifique. On va continuer à parler Merci. ensemble. Dylan, merci à toi, Thomas. Oh là là, les applaudissements ont sorti, mais que c'est beau. Toujours. On en a un peu parlé dans cette chronique là de Thomas Sinicki. Tu en as parlé, talent de Dutchebaev. Moi, je vais en parler un petit peu avec toi parce que justement, on parlait de Ligue des Champions. Lui en a remporté 5, 4 en tant qu'entraîneur et 1 en tant que joueur. C'est une légende du handball. Hein. Il est 2 fois meilleur joueur du monde, champion olympique. C'est le Zidane du handball un peu. Est-ce qu'on peut le considérer comme tel, un mec qui a autant réussi sa carrière d'entraîneur que de joueur, quoi. Moi, je dirais c'est juste talent Dutchebaev, quoi. Ouais. Ici, C'est le c'est GOAT. lui. C'est lui dans ce qu'il a fait, ouais, c'est le GOAT, clairement. Ouais. Et même dans ce qu'il apporte au quotidien aux gens, dans sa façon d'être, c'est une super personne. Alors j'ai dit ton coach, ton ancien coach en club. Hein, on a évidemment suivi ce départ de Talent Dutchebaev en cours de saison, je crois, après l'élimination en Ligue des Champions. Non, c'était juste après l'élimination en demi-finale de Coupe de Pologne. De Coupe de Pologne, voilà. Donc départ un peu soudain de cet homme. Mais ça reste ton coach en équipe de France, puisqu'on sait qu'il a repris les rênes de l'équipe de France. Il est devenu le nouveau sélectionneur. Il a remplacé Guillaume Gilles, hein, qui était en poste depuis 2020, qui a présenté sa démission après l'échec de l'Euro 2026. C'est la première fois, hein, depuis le championnat du monde 1958, qu'un technicien étranger dirige les Bleus. Comment tu juges, toi, ce changement, toi qui fais partie de l'équipe de France? Est-ce que tu avais la sensation que l'équipe de France en avait besoin, qu'il fallait démarrer un nouveau cycle? Moi, pour être vraiment franc, Ouais. je suis un joueur de l'équipe de France. Ça veut dire, quand je dis ça, c'est vraiment que l'équipe de France, ça ne m'appartient pas. Elle appartient pas à un joueur. C'était là, c'est là et ça sera là. Ok, Moi, je veux juste tout faire Ouais. pour pouvoir
porter ce maillot parce que c'était un objectif aussi de jeunesse d'être en bleu et de durer. C'était aussi un objectif que j'avais personnellement, puisque pour moi, quand j'y suis allé à 17 ans, c'était pas la même saveur que ça l'est maintenant. Ouais. Donc voilà, le fait qu'il y ait eu un changement de coach, voilà, c'est les présidents qui ont jugé qu'il fallait que ça se fasse. Il n'y a pas, parce que tu sais, je prends un peu, je te l'avais dit tout à l'heure, moi j'ai eu Alison Pinault il y a peu, donc figure de l'équipe de France féminine. Tu as dû suivre aussi, mais il y a eu un moment où les joueuses ont demandé en fait un changement. Donc Olivier Crumble, ça a été remplacé par Alain Porte. C'était pas du tout ça chez les hommes. C'est pas Non, un choix des joueurs de demander un changement. Il y a une hiérarchie. Ouais. Il y a une hiérarchie, voilà, les présidents, on parlait tous ensemble de tout ce qui est DTN, Gino, notre ancien coach, que je remercie énormément d'ailleurs. Ils ont tous parlé, ils se sont mis d'accord. C'est une décision voilà, qu'ils ont prise. Je pense qu'ils devaient avoir des prétendants, entre guillemets, en tant que coach. Et voilà, c'est Talente qui a été choisi pour succéder à Gino. Génial. Ouais, non, mais c'est clair, super coach, Talent Douchebaev. Alors, dans le cycle Guillaume Gim, il y aura eu du bon, il y aura eu du moins bon. On va commencer par le bon, par l'excellent même, j'ai envie de dire, les championnats d'Europe 2024. Ça, c'était fou, du côté de l'Allemagne, évidemment. Alors, tout s'est passé très bien, jusqu'à cette demi-finale contre la Suède, avec un scénario, je ne sais même pas comment le qualifier, je me suis marqué un scénario de dingue, mais on pourrait employer d'autres mots. 26-27 pour la Suède, faute des Suédois au bout du temps. Donc, ce qui se passe au handball, c'est qu'il y a un jet franc, en fait, on revient à 9 mètres. Jet franc direct, le joueur doit tirer directement au but avec un mur défensif devant lui. Il y a très peu de chances que ça rentre, normalement ça rentre quasiment jamais. Elohim Prandi prend le ballon. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Tu es sur le terrain, je crois, à ce moment-là en plus. À ce moment-là, je suis sur le terrain. Tu te dis que c'est mort? Tu te dis que ce sera possible ou... Ce match-là, vraiment, je me suis toujours dit, même quand on était dans le dur, on va gagner, vous allez voir, on va gagner. C'est pas fini. Même quand il y a la faute, il y a le coup franc. Tu te dis, il y a un monde dans lequel il peut le mettre. Je suis du côté du banc. J'applaudis, je tape les gens, je dis c'est pas fini. On n'est pas mort encore. Et vraiment, j'y ai toujours cru. Et la preuve, Elo, il te met un... Ouais. Je sais même pas, je pense que c'est peut-être le but de l'histoire. Je pense. Je crois qu'il en avait déjà mis des comme ça. Alors pas en équipe de France, et pas exactement les mêmes, mais avec le PSG, je crois qu'il en avait déjà mis. Mais avec je pense que c'était plutôt à Nîmes quand il était à Nîmes. Il était beaucoup à Nîmes. Ouais. Un coup franc d'une telle distance, avec une telle importance. C'est clair. Ouais. C'est incroyable. Et en plus, le déroulé du match, on fait une première mi-temps incroyable. Ça veut dire qu'on leur marche dessus. Et la deuxième mi-temps, on coule totalement. Donc voilà, c'est vraiment là, ce coup franc, il nous a remis dedans. Et après le coup franc, quand tu vois la tête des Suédois, tu sais déjà que... Tu le sais à ce moment-là. Tu te dis, c'est difficile de se dire c'est bon, on a gagné, mais tu sens qu'il y a un ascendant psychologique à ce moment-là. Sûr. Et en plus, je me rappelle ce match-là, je ne joue pas. Je joue que la prolongation. Et la prolongation, t'es excellent. 3 premiers ballons, 3 buts. T'inscris les 3 premiers buts d'ailleurs de la prolongation. Toi aussi, ça t'a... Ah oui, j'étais hypé. Je suis un joueur d'équipe, moi. Moi, je suis là pour le groupe. Je kiffe ça. Faut être prêt toujours au meilleur moment. Ouais. Et je l'attendais, quoi. T'as senti ce truc-là de tout le monde dans la zone, entre guillemets, au même moment? Tu vois, un truc où vous étiez presque intouchable dans cette prolongation? À partir du moment où il a mis le coup franc, et on a vu la tête des Suédois, ils avaient déjà perdu. C'était juste, on va à la prolongation et on finit le travail. On finit le travail. Et on se qualifie pour la finale. La finale, face à vos meilleurs ennemis, les Danois, une rivalité qui date de... Il y a un petit moment maintenant dans le handball. Alors vous vous rendez coup pour coup dans cette finale. Toi, tu es très bon d'ailleurs.
27-27, nouvelle prolongation. Là, vous vous dites quoi à ce moment-là? Bon, on l'a fait contre la Suède, on les a tapés en prolongue, faut remettre ça, quoi. Enfin, on connaît la recette. Alors là, à ce moment-là, je me rappelle plus très bien ce qu'on se dit. On se dit même pas ça, mais là, c'est la guerre. Ouais. Là, on ne doit pas perdre. Pas après tout ça. Pas après tout ça. Je pense qu'ils doivent se dire la même chose aussi. Ouais, bien Ils sûr. devaient se dire, pardon, la même chose aussi, les Danois. Mais non, c'était une très, très, très belle finale. Je me suis rematé un peu le match. Moi, il y a eu une action qui m'a un peu marqué. À la toute fin de la prolongue, vous menez 2 buts, 32-30. À 15 secondes de la fin, tu as Mathias Gitzel qui prend un tir en appui. Le tir, il est effleuré, je crois, par Ludovic Fabregas. Derrière, Samir Belhassen capte le ballon et le relâche, en fait, dans les buts. Et toi, sur ton côté, tu as réagi comme tous les Français devant leur télé, je pense. Le ballon est capté, tu lèves les bras, tu te dis c'est bon, c'est fait. Et quand tu vois le ballon rentrer, tu te prends comme ça. Et tu dis, ah non. Ça doit être dur à vivre aussi, ça, sur le terrain. Il y a un petit frisson à ce moment-là, quoi. Bah oui, mais en fait, de l'angle où je suis, je vois qu'il a le ballon et je vois que le ballon il glisse et qu'il rentre. Du coup, je me dis, mais non. Mais là, au final, Ouais, petite boulette marrante. Mais, oui, puis vous gérez parfaitement ces dernières secondes. Hansen a le dernier jet franc, mais de toute façon, c'était plié. 33-31, champion d'Europe, c'est ton premier titre avec l'équipe de France A, parce que tu en as eu en junior. Le scénario de ce championnat d'Europe, ça rend ce titre encore plus beau, j'imagine, d'être passé au bord du gouffre. Bien sûr, là, tu es limite éliminé. Ouais. Tu gagnes. C'était un scénario de fou. Et pour un premier titre majeur comme ça, avec l'équipe de France, franchement, c'est... j'étais... Oui, déchaîné. Déchaîné. Oui, Ouais, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, puisqu'après ce titre, c'est la fête. Restaurant, sans prendre de douche. Train retour, alors on a un Dylan et puis l'équipe qui déshabille un contrôleur. Tu lui prends la cravate. Tu te retrouves à l'Élysée avec la cravate du contrôleur. On a des images. Alors on s'est bien marré avec Julien Perronnet, mon chef d'édition, pour préparer l'émission, parce que voilà, donc, la fameuse cravate. Et puis derrière, avec Emmanuel Macron, le président de la République, il y a toujours la cravate du j'ai gardé contrôleur. Ça. J'étais arraché. J'ai gardé la cravate du contrôleur pendant c'est magique, toute la célébration. Non. Ça c'est. Non, Qui sont les plus fêtards, tiens, Dylan, entre les volleyeurs, les handballeurs, les basketteurs, les équipes de France? Tout le monde. Je pense que quand tu as un titre, quand tu gagnes un titre d'une telle importance avec la nation, tu te dois de le fêter, tu te dois d'être heureux, tu te dois de le partager avec tes coéquipiers, tes proches. Donc non, je ne sais pas qui est le plus, mais ce que je sais, c'est que la fierté que tu as à ce moment-là, c'est fort quand même. Ouais. On va parler d'un souvenir un peu plus douloureux, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors avant de parler de la compétition, moi je voudrais savoir ce que ça représente des Jeux, enfin déjà les Jeux Olympiques. Je crois que tes premiers souvenirs, toi, c'est de Pékin 2008, Usain Bolt, Karabatic. Mes souvenirs de Jeux, moi, c'est Usain Bolt. Ouais, c'est le 100 mètres. C'est l'athlétisme en général. Moi, ok, il y avait le basket, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, mes vrais souvenirs, quand on parlait de Jeux Olympiques, c'était vraiment l'athlétisme. Ça veut dire que je suivais toutes les disciplines de l'athlétisme. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est le sport roi au jeu, je pense. C'est le 100 mètres et l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Donc, sûrement. Mais c'était vraiment ce que je suivais en priorité. Et donc, de disputer les Jeux à la maison, toi, tu es un titi parisien, tu as grandi ici, tu es né ici. Ça a représenté quoi au moment où tu sais que tu vas participer aux Jeux Olympiques? C'était beaucoup de pression. Je me devais de me prouver énormément de choses, moi. Parce que je restais sur une note amère par rapport aux Jeux 2020. 2020 ou 2020. 2020, mais qui ont eu lieu en 2021 avec le les Jeux de 2020. Parce que au bord de vraiment à la fin de la prépa, au bord des Jeux, je ne suis pas sélectionné. Après, t'as Hugo, t'as Hugo, mais vraiment, je me suis dit, il faut absolument que je sois sélectionné
à ces jeux-là. D'autant plus que c'est à Paris. Mais n'importe quel jeu, c'était ce que je voulais cocher dans mes priorités, dans mes objectifs. C'était une expérience incroyable de les faire, de faire partie de cette famille olympique, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans ça, en fait. Et il y a aussi la partie un peu sombre, où on n'a pas fini là où on voulait être, quoi. Avant de parler on va revenir évidemment sur ce quart de finale très très dur à encaisser, que tu n'as pas joué. En plus, tu étais blessé, donc tu as vécu ça des tribunes. Mais la cérémonie d'ouverture, vous y avez participé avec toute l'équipe. Ouais, ça, c'est un truc mythique. Moi, quand j'en parle avec les athlètes qui ont disputé les Jeux, c'est souvent d'ailleurs leur meilleur souvenir, avec cette pluie battante, mais ce cadre incroyable. Toi, tu l'as vécu comment avec toute l'équipe? Incroyable. Du coup, c'était ma première, avec d'autres joueurs aussi. Et la plus belle de l'histoire, quoi. Sûrement. Sûrement. En tout cas pour l'instant. Sûrement. Ouais. Franchement, incroyable. Je regardais partout, je regardais tout. J'étais à l'affût de tout. Je me disais, c'est incroyable. Là, j'y suis. Et là, j'y suis. Je suis sur le bateau avec tous les athlètes. Je vais faire les Jeux Olympiques, quoi. C'était incroyable. Et le village, je crois que toi, tu collectionnais les... comment ça s'appelle ça? Les pins, là. Hein. Ouais. J'en ai vu pas mal sur ton... Les pins. En fait, à un moment, du coup, Grace, je la vois passer avec son accred. Il y a une joueuse de l'équipe de France de handball. Je la vois passer avec son accred et il y a 90 000 pins autour de son accred. Je me dis, je vais faire pareil. Ouais. Et ouais, j'en ai pas eu autant, hein. Mais non, j'ai essayé. J'ai essayé d'en avoir un petit peu, ouais. Bon, là, c'est pour la partie expérience olympique et un peu extérieure. La partie terrain, elle a été beaucoup plus dure, puisque après une phase de poule un peu compliquée, vous parvenez quand même à vous qualifier en quart de finale contre l'Allemagne. Alors, toi, pas de chance, tu te blesses un peu plus tôt face à l'Égypte. Donc, tu ne peux pas participer à ce quart de finale. Bon, le scénario, il est dingue, mais dans le mauvais sens. À 6 secondes de la fin, alors que la France mène 29-28, Dikamem a le ballon dans les mains. D'ailleurs, Dikamem, je tiens à le souligner parce qu'on ne le dit pas assez quand on parle de ce moment-là, mais réalise un match monstrueux avant de commettre cette petite gaffe, une passe mal ajustée, interception des Allemands, but derrière, et donc ils arrachent la prolongation, et en prolongation, vous vous inclinez. Comment toi tu l'as vécu des tribunes, ce truc de te dire, j'ai pas la main en fait sur ce qui se passe, je suis complètement extérieur au truc du coup, et je suis en train d'assister à l'effondrement de mes gars, quoi, de mes potes. Bah, déjà, dans ce type de compétition-là, même que ce soit un match normal, le fait de ne pas jouer, de regarder les copains être sur le terrain, c'est pas facile. Là, j'avais eu une blessure où, avec le recul, honnêtement, je ne pouvais pas jouer. Ouais. J'avais essayé de forcer, mais c'était très très compliqué. Et de l'extérieur, moi j'étais comme un fan en fait. Ça veut dire que je criais plus fort même que les supporters et tout. Sur le dernier moment, je suis vraiment, je suis devant. Je suis en train de me dire, allez, il reste que quelques secondes. Après, voilà, il arrive ce qu'il arrive. On part en prolongation, on perd. C'est pas facile. C'est pas facile de l'extérieur, mais c'est pas facile aussi pour tout le monde, quoi. Donc, tu parlais tout à l'heure, là, je fais un petit lien entre les championnats d'Europe 2024 et ce qui s'est passé là pendant les Jeux. 2024 avec ce Geffran de Leim Prandi qui rentre, et tu l'as dit derrière, j'ai senti tout de suite qu'en fait on allait gagner. En prolongation, on avait pris un ascendant psychologique sur les Suédois. Est-ce que tu penses que là, c'était le scénario un peu contre vous, avec cette perte de balle de Dikamem? Ça a eu l'effet un peu inverse, enfin, ça vous a miné en fait pour la prolongation Je pour en avoir parlé aussi avec les gars, peut-être Parce qu'à ce moment-là, je suis pas avec les gars à ce moment-là. J'arrive pas à ressentir le truc, parce que là, c'est ceux qui sont dans le grand bain là, à ce moment-là, tu vois. Et donc, j'arrive pas vraiment à ressentir le truc. Mais de l'extérieur, tu te dis, c'est chiant, mais on va le faire. On a l'équipe pour, on a les gars pour, on va le faire. Maintenant, ça reste du sport. Bien sûr. En face, il y avait aussi une équipe allemande qui est pareil.
Ils sont aux Jeux Olympiques, ils ont mérité d'être là et ils veulent aussi gagner. Bien sûr. Donc voilà, des fois, faut accepter et se dire que voilà, peut-être à ce moment-là, ils ont joué les meilleures cartes en prolongation. C'est ce qui a fait qu'ils ont gagné. Et c'est fait, tout simplement, quoi. C'est fait. Je ne sais pas s'il faut passer à autre chose, mais voilà, faut s'en servir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, voilà, c'est des choses que ça m'anime. Ça m'anime. Je trouve que c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et je l'espère pour les prochaines compétitions, parce qu'il y a d'autres compétitions avant les Jeux. Ce genre de choses-là, on sait que, voilà, comment passer outre. Comment tu te comportes, toi, vis-à-vis de Dikabem? Alors, bon, évidemment, c'est pas lui, parce que derrière, il y a une prolongation, vous pouvez encore gagner, mais je suppose que ça l'a un peu peut-être miné de faire cette erreur alors qu'il fait un match excellent avant. En tant que coéquipier, est-ce que, je parle de toi et des autres, est-ce que vous le laissez un peu dans son coin? Est-ce que vous allez tout de suite lui parler? Est-ce que lui est réceptif à ce que vous lui dites? Enfin, comment ça se passe? Non, déjà, Dika et moi, c'est mon frérot, Dika. Ouais. Ça veut dire qu'on est ensemble depuis le pôle espoir. Dans ce genre de moment-là, il faut être ensemble. Ouais. On l'a pas laissé. Faut être ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble. C'est pas de sa faute. Oui, bien sûr. C'est pas de sa faute si on a été éliminé. C'est pas de sa faute si on perd ce match. Il le prend pour lui à ce moment-là, mais on est une équipe. Donc on se doit d'être ensemble, on se doit de se motiver, on se doit d'être là quand ça va bien, et on se doit d'être là aussi quand ça va mal. Mais surtout que derrière, alors ce qui a pu être peut-être compliqué à vivre aussi, c'est que les autres sport co ont ramené des médailles. Alors je pense au basket, que ce soit les filles ou les gars, le foot, il y a eu le basket 3-3 avec la médaille des gars, il y a eu le volley. Ça, comment on le vit quand tous les autres sport co ramènent une médaille et que toi, tu es un peu le seul sport pas invité à la fête? Est-ce que vous l'avez vécu un peu comme ça ou pas? Bah, honnêtement, on est dans ceux qui n'ont pas ramené de médaille, quoi. Oui, on est l'équipe qui a floppé, entre guillemets, qui a merdé sa compétition, quoi. C'est ça qui est un peu relou. Parce que quand tu fais les Jeux ou que tu fais une grande compétition, tu veux gagner. Et on ne l'a pas fait. Ouais. On ne l'a pas fait. On était attendu, on le sait. On attendait aussi beaucoup de nous-mêmes parce qu'on voulait aller jusqu'au bout. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est le sport. Bien sûr, dans le sport. Et ça aussi, c'est des choses qui font aussi l'histoire. Donc c'est comme ça. Oui, il faut rappeler que l'équipe de France était championne olympique en titre avec Tokyo. L'après-jeu, pour beaucoup d'athlètes, ça a été très compliqué. J'ai envie de dire, peu importe le scénario, médaille ou pas, ça a été une grande fête, la fête du sport. D'un coup, tout s'arrête. Est-ce que toi, tu l'as vécu difficilement, cet après-Jeux Olympiques de Paris? L'après-jeu, il était compliqué. Ouais. Il était très, très compliqué. C'est des moments où pour moi, personnellement, où je me suis beaucoup retrouvé avec moi-même, où j'avais cette envie d'être un peu seul, que tout ça passe, que j'oublie de plus être dans cette sphère des Jeux qui, en même temps, est incroyable parce que c'est les Jeux Olympiques, mais qui s'est tellement mal passé pour moi, de par ma blessure, de par le fait qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Donc, c'était pas une période facile, mais après, la vie, elle continue, quoi. Après, la vie, elle continue. Il y a une famille, il y a ton club, il y a la vie, elle continue. Et comme je l'ai dit, voilà, je suis quelqu'un qui aime aussi avancer et ça reviendra. Ça reviendra dans le bon. La vie continue, l'émission également. Donc on va passer à la prochaine séquence. Chaud devant, c'est parti. Alors après les Jeux, les résultats ont été, je mets des guillemets, compliqués pour l'équipe de France. Il y a tout de même eu une médaille de bronze au championnat du monde 2025. Il y a eu l'échec à l'Euro 2026, une 7e place. Alors la France en handball, elle a habitué les gens à toujours être au sommet. Depuis des années et des années, vous remportez tout.
Est-ce que tu trouves que le grand public, ou même les journalistes ou autres, sont trop durs avec l'équipe de France? Franchement, je fais pas, mais vraiment pas attention Ok, ouais. à ce qui peut se passer par rapport aux journalistes, par rapport à tout ça, parce que je me dis que chacun fait son travail, en fait. Bien sûr. Ça veut dire que les journalistes, entre guillemets, leur travail, c'est de faire ça quand ça va bien et quand ça va pas, de trouver ces petits trucs. Et comment on fait pour pas être affecté? Parce que je me dis, alors, si on prend ça il y a 30, 40 ans, il n'y avait pas tous les réseaux, les trucs. Maintenant, on est tout le temps connecté. Tu vois tous les trucs passer. Ah oui, bien sûr, tu le vois. Ça, t'arrives Mais à ne pas le prendre en Ça, considération? ça dépend de l'importance que tu mets à ça. en fait. Ouais. Et que ça soit bien ou moins bien, c'est, entre guillemets, je pars du principe que c'est pas ça qui fera ma performance, en fait. C'est pas des choses qui feront que je vais mieux jouer, que je vais pas bien jouer, que demain, quand je vais rentrer chez moi, je vais pas être bien, etc. Donc, je pense que tout dépend de l'importance que tu mets à ça. Et c'est pas dans ma liste des priorités. Moi, je me dois d'être bon quand je joue. Je me dois d'être à l'heure à l'entraînement. Je me dois d'être dans la meilleure forme physique possible, en fait. C'est mon devoir. Mon devoir, c'est pas de scroller Instagram tous les jours et de « Ah, il a dit ça, ah, il a dit ça, ah, on parle de l'équipe de France, ah, on parle de qui le sait, etc. » Tout dépend de l'importance. Oui, c'est ça. Et puis chaque joueur réagit un peu différemment là-dessus. Moi, j'ai en mémoire, là, ça me revient, un sujet qui avait été fait, je crois, par France Télé à l'époque, championnat du monde 2011, avec Thierry Omeyer. Et tu le vois en fait en train de lire le journal L'Équipe avant la demi-finale contre la Suède. Et Thierry tout Omeyer cassé est, après. voilà, est un peu en difficulté dans la compétition au début. Et donc l'article de L'Équipe mentionne que voilà, ça va être compliqué. Thierry Omeyer, il n'est pas dedans. Et lui, il lit ça et il dit bah ok. Moi, je vais répondre sur le terrain. Il fait une demi-finale dantesque. Donc voilà, après, chacun a sa façon un peu de Exactement. traiter. Chacun a sa façon. Tout dépend de l'importance que tu mets, Ouais. que tu portes à ça. Et surtout, ça peut faire en sorte que certains joueurs se transforment. Ça peut mettre aussi dans le dur d'autres joueurs. Donc c'est vraiment, voilà, ça dépend. La suite. Bon, il y a des compètes, évidemment, qui vont avoir lieu avant, mais les Jeux 2028. Bon, Los Angeles, le sport américain, je sais que ça te parle, les États-Unis, c'est un rêve, un kiff de les disputer là-bas? Oui. Après, je suis très terre à terre, moi. Ça veut dire que j'y pense pas. D'accord, tu ne te projettes pas encore ok. Non, vraiment pas. Moi, je suis... Pourquoi? Pour la concurrence? Tu dis que tout peut se passer? Non, parce que j'ai tellement d'autres choses à faire avant que c'est pas encore arrivé, en fait. Pour moi, c'est encore très loin. Là, je me dois... Là, par exemple, tout de suite, je me dois déjà un peu de passer de bonnes vacances, voilà, de bien couper. Ensuite, je me dois de bien me préparer pour la saison qui arrive. Il y a des trophées à aller chercher avec mon club. Il y a un championnat du monde à aller chercher avec l'équipe de France. Transition, t'es bon, Dylan. Mondial 2027, du 13 au 31 janvier en Allemagne. Alors, le groupe du tour préliminaire est sorti, le groupe D. Vous êtes avec l'Argentine, le Brésil et le Koweït. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as une réaction là, de Dylan Naï sur ce groupe D? C'est un bon groupe. Ouais. C'est un bon groupe avec des équipes comme le Koweït, comme le Brésil, comme le Koweït qui joue très physique. Le Brésil et l'Argentine, ça joue, c'est très rapide, très dur sur l'homme. Ouais. Donc c'est un bon groupe. Maintenant, voilà, on est l'équipe de France, on se doit, je pense, de se donner les moyens de sortir à la place la plus haute de ce groupe pour la suite. Ouais. Avec un quart de finale possible, en fonction des scénarios, contre le Danemark. On en parlait un petit peu avant l'émission. Ça, c'est pas un truc sur lequel tu t'attardes, quoi. De toute façon, c'est entre vos mains, j'ai envie de dire. Bah, c'est ça. Si tu veux gagner une compétition, tu dois battre tout le monde. Dont le Danemark, dont d'autres équipes, dont l'Argentine, dont le Brésil, dont le Koweït. Donc non, c'est pas quelque chose sur quoi je fais une fixette.
Ouais, pour ok. l'instant. Bon, moi je suis une fixette sur un truc par contre, c'est la dernière séquence de l'émission parce que je l'adore, c'est la tier list, c'est le tout feu tout flamme, c'est parti. La petite tier list, vous en avez l'habitude maintenant, 5 catégories, flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique c'est le top du top, plus on descend, moins c'est bien. Je te laisse prendre la tablette Dylan, voilà, tu as plusieurs éléments, je te laisse nous les commenter un petit peu, nous expliquer tes choix. Alors, le premier déjà que je vois, alors, chat, je le mets dans cendre. Je sais pas s'il y a un truc en dessous. Je suis tout à fait d'accord avec toi, les chats, Je sais j'en pas ai s'il y très a un peur, truc moi. en dessous de cendre, mais je le mettrais bien en dessous. Je déteste les Je chats. suis pareil. J'ai peur des chats, je déteste ça. pareil. Voilà. Cristiano Ronaldo, là-haut, T'as vu, je te l'ai mis époque Real. Hein. flamme olympique. Hein. Ouais. Les insectes. Est-ce que c'est pire que le chat? T'as le droit d'en mettre plusieurs dans la même catégorie, hein, si jamais. Je vais mettre dans les cendres parce que c'est chiant quand tu dors et que tu entends le bzzz. D'accord. NBA 2K, feu de camp ou flamme olympique? J'y joue énormément. Ouais. Ma femme me déteste pour ça d'ailleurs. Allez, je vais mettre dans feu de camp. La résine, flamme olympique. Sans ça, Ça va, ça saoule pas ça quand vous êtes tellement habitué, mais la résine c'est ce qui permet de bien accrocher au ballon, hein, donc c'est une pâte. sans résine, c'est mort. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'es tellement habitué que. Sans résine, c'est mort. Ouais. Ok. La sieste, il y a un truc au-dessus de flamme olympique ou pas? Toi t'es un gros dormeur. Toi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, je suis connu pour ça. Hein. Alors tu vas m'expliquer par contre Dylan, comment avec 2 enfants de 6 ans et 4 ans, on dort bien ou- Ah oui, bah, on trouve les en machine, mais j'y arrive. Des fois, je les ramène avec moi et ça se passe bien. Le trash talk, ça c'est flamme olympique ça. T'en fais sur le terrain parfois, ça t'arrive? Ouais. Tu dis quoi par exemple? Enfin, Moi je parle beaucoup à mes adversaires, mes amis souvent sur le terrain et tout. Mais bon, alors, à l'entraînement, laisse tomber. Ouais. Mais non, moi je trash talk beaucoup. J'aime ça. Le Uno, je vais mettre ça en feu de camp, mais il peut passer en flamme olympique, le Uno. On y joue beaucoup en équipe de France ou pas? On y joue beaucoup. J'y joue beaucoup avec mes amis aussi, avec des règles. Voilà. Bah, personne n'a les mêmes règles. Hein. Quand Personne on joue n'a les au mêmes Uno, règles. c'est- Ah ouais, mais c'est les Jeux Olympiques, le Uno. Ouais. La noix de coco à cendre. Eh ouais. Ah, C'est vachement bon pourtant. Ah non, la noix de coco, je peux pas, moi. Russell Westbrook, c'est flamme olympique, Oui. même au-dessus de flamme olympique. C'est pour ça que je vais peut-être mettre... je vais mettre le trash talk en feu de camp. En fait, quoi, ok. Et Russell, comme ça, il est tout Grand fan de NBA, grand fan de basket, grand fan de OKC, Russell Westbrook, qui a été un joueur majeur de cette franchise, qui a fait plusieurs saisons en triple-double. Et donc tu t'en es beaucoup inspiré de ce Ah mec, oui, même si tu pratiques pas le même sport, mais ça a été une oui. source d'inspiration. Oui, moi, Russell Westbrook, je le mets au-dessus de Cristiano, Tu le mets au-dessus aussi des légendes du handball ou pas? Russell Westbrook, il est au-dessus pour moi. Ok, ok, non, c'est intéressant. Ouais. Moi, c'est l'éthique de travail, le style. Franchement, c'est mon joueur favori dans tout. Foutou banane, ça, c'est flamme olympique, ça. Hein. Ça, rien à dire. Mon meilleur plat. Ouais. Ça, c'est flamme olympique. Et voilà. Et je crois que c'est tout. Eh ben magnifique. Bah, avant de se quitter, Dylan, un message d'un de tes potes, un de tes coéquipiers, un mec que tu connais par cœur. Écoute-le. Monsieur Ney, mon frère, encore moi. Petit message pour d'abord te féliciter pour ton titre de champion de Pologne. Après, je vais pas te caresser dans le sens du poil, on sait tous que tu es un joueur extraordinaire. J'avais juste une petite question, vu que c'est la période des vacances. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour entretenir sa forme physique pendant les vacances et surtout revenir à la rentrée au poids? Je dis bien au poids. Donc si jamais tu pouvais m'éclairer, nous éclairer sur ce sujet-là, ça serait top. Ciao mon frère.
Benoît Kounkoud, qui est donc ton partenaire à Kielce, lui aussi champion de Pologne. Je te laisse finir là-dessus. Tu vas nous répondre des petits conseils peut-être pour garder la ligne. Bon, laissez-vous aller. Moi, je vous le dis, c'est les vacances. Laissez-vous aller. Voilà, c'est mon conseil. Parce que du coup, moi, j'ai des petits débats à chaque fois avec mes coéquipiers où « Ah, mais tu fais ce poids-là et tout, et tout. » Les gars, laissez-vous aller. Et après, par contre, au moment où on se dit « On bosse, on est sérieux », alors là, on bosse, on est sérieux. Je lui ai promis que j'allais rentrer à 100 kilos, donc je vais tenir ma promesse. Dylan, merci beaucoup. J'ai Merci passé à un super moment à tes côtés. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci, c'était cool. Merci beaucoup. Continue de t'éclater, continue de nous faire rêver, vibrer. Et puis voilà, des titres à foison pour toi. Génial, merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et à très vite. À très vite. Je remercie toute l'équipe en régie. Julien Perronnet à l'édition, Alban Deberg au son, Gabriel Dorier à la réalisation bien sûr, Elisa Provin au maquillage. Mention spéciale aussi à Pauline Goutin qui a organisé tout ça vraiment très très bien. Donc Pauline, t'es comme ça. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouveau On s'enflamme.